Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo, en fait, pour parler tout simplement de, du retour d'expérience, en fait, que nous avons eu en entreprise par rapport à certaines technologies. Alors, dans le cadre de cette vidéo-ci, en fait, on va faire un retour d'expérience sur le déploiement d'une application full stack Spring Boot et React, et bien évidemment avec notre base de données MySQL. Donc, durant cette vidéo, nous allons nous baser en fait sur ce plan. Le plan qui suit, qui est en fait notre ligne directrice. Donc, on va faire un rappel de la précédente vidéo. On va faire la présentation des différents participants, la présentation de Packer. Ensuite, on va parler un peu de Terraform. Puis, on va réaliser en fait une implémentation avec bien évidemment les bonnes pratiques qui vont bien. Donc, dans un premier temps, voyons déjà ce qui s'est passé dans la vidéo précédente. Donc, ici, si je reviens sur YouTube, vous allez voir que nous avons une vidéo de retour d'expérience, déploiement d'une application Full Stack Spring Boot et React, automatisation avec Ansible et Molecule. Alors, pour faire un petit résumé en fait de ce qui a été fait dans cette vidéo, c'est juste que Aurélie et Gildas ont mis en place en fait un environnement qui va être un environnement de prod, un environnement de dev. Ces environnements-là vont permettre en fait à une machine master de pouvoir réaliser le déploiement de notre stack applicative React au niveau de ces environnements de manière dynamique et automatisée. Et pour pouvoir réaliser des tests unitaires par rapport au code Ansible qu'ils ont eu à réaliser, du coup, ils ont utilisé Molecule qui permet en fait de tester le code et qui pourrait également permettre de réaliser un peu plus en fonction des différentes normes de votre entreprise, des différents cas d'usage et bien d'autres. Ensuite, dans cette vidéo également, vous allez découvrir comment est-ce que Ansible, à partir des rôles, vous permet de réaliser des déploiements de logiciels au niveau des machines. Plus précisément, dans notre cas, ça sera du Docker. Donc, il y a un rôle Docker qui permet en fait de réaliser le déploiement de l'environnement Docker au niveau des différents environnements de prod et de dev. Et par la suite, maintenant, Ansible va lancer un rôle permettant de réaliser le build des applications et ainsi réaliser le déploiement de l'application, ce qui va permettre en fait de rendre disponible cette application-là au niveau de ces environnements. Mais dans ce cadre-ci, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Gildas et Aurélie ont eu à mettre en fait l'environnement de façon manuelle. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons réaliser en fait de l'automatisation et du provisioning avec du packaging permettant en fait d'avoir un environnement reproductible et très facilement maintenable et pour le provisionnement assez easy. Alors, sans plus tarder, pour pouvoir entrer dans le vif du sujet, nous allons déjà présenter les différents participants. Et ensuite, nous allons entamer avec la présentation des différentes technologies. Puis maintenant, nous allons réaliser l'implémentation qui va bien. Alors, je me présente. Je suis Ulrich Numsi. Je suis formateur et consultant DevSecOps et Cloud au sein de l'équipe Easy Training. Je vais vous partager dans cette vidéo mon retour d'expérience par rapport aux différentes technologies de provisionnement d'environnement sur le cloud. Et je serai accompagné par mon collègue Olivier qui va se présenter. Alors, Olivier. merci Ulrich de me passer la parole. Oui, effectivement, moi c'est Olivier Kokam, formateur et consultant DevOps chez Easy Training. Donc, je suis ravi d'être à tes côtés pour cette vidéo, pour un partage d'expérience sur les technologies Terraform et Packer dans le cadre du provisioning automatique des infras pour le déploiement. Merci. D'accord, merci Olivier. Et donc,
Concernant notre vidéo sur l'automatisation, nous allons nous baser également sur cette application pour pouvoir réaliser le déploiement d'une stack applicative sur les environnements que nous allons mettre en place tout à l'heure. La stack applicative, elle est constituée de Nginx, de Spring Boot, de MySQL et de React. C'est une stack applicative plutôt complète que vous allez retrouver la plupart du temps au niveau des entreprises qui réalisent en fait du développement, du test applicatif ou de la mise en prod ou la mise à disponibilité d'une application quelconque au niveau des clients. Dans notre cas, notre application est disponible pour permettre en fait à des clients d'avoir une liste de menus de restauration, permettant ainsi soit de commander, soit d'être livré avec un peu plus de fonctionnalité. Donc, dans notre cas, nous sommes également sur, je le précise bien, sur une application de type CRUD. Mais avec les différentes technologies que nous allons vous présenter, on va vous faire un retour d'expérience sur comment vous comporter et comment écrire du code correct, quel que soit votre profil, au niveau de votre entreprise. Que vous soyez des professionnels, des stagiaires ou même des débutants, ce code est assez compréhensible et respecte les normes d'entreprise et les bonnes pratiques. Nous allons commencer par notre première technologie. Alors, notre première technologie ici, c'est Packer. Packer, c'est une technologie permettant en fait de réaliser du packaging d'images. Dans notre cas, Packer ici va faire du packaging d'images généralement que vous connaissez sous le nom de ISO ou bien OS. Et il peut faire le packaging des systèmes de type Windows et des systèmes de type Unix ou Linux. Et donc, pour pouvoir réaliser en fait ce packaging-ci, le principe il est assez simple. J'ai besoin d'un environnement de travail. Je crée du code juste là, qui sera au format HCL, qui est le format reconnu en fait par toutes les plateformes provisionnées ou bien disponibles dans le groupe de HashiCorp. Ensuite, je réalise l'ensemble des commandes qui vont bien et j'ai la création d'une machine virtuelle. Et lorsque la machine virtuelle sera démarrée, elle va être snapshotée, puis save. Et lorsqu'elle est sauvegardée, elle reste dans un état fixe. Donc, elle devient une sorte, en fait, de release d'image. Et maintenant, si je veux aller un peu plus loin dans l'explication, en fait, je vais avoir du code HCL, je vais lancer l'ensemble des commandes permettant d'obtenir une release, mais cette fois-ci, pour que l'image soit plus personnalisée pour notre entreprise, en fait, je peux avoir du code ici, soit du Ansible, soit du script bash ou du scripting qui va être associé en fait à notre code HCL. Ça peut être par exemple l'installation d'un serveur Nginx à une version, on va dire une version 1.10.0. Donc, lorsque je vais lancer l'ensemble des commandes de Packer, en fait, il va créer la machine à partir de notre fichier HCL. Ensuite, récupérer le script bash qui va bien et l'introduire au niveau de la machine en cours d'exécution. Une fois que le script est lancé dans notre machine, elle va être snapshotée maintenant afin d'avoir une sauvegarde de l'image et ainsi obtenir une release. Maintenant, lorsque nous avons obtenu cette release, on peut la sauvegarder n'importe où. Quelque part, ça peut être sur notre plateforme cloud, AWS, du GCP ou même du Microsoft Azure. Et de ce fait, lorsque je vais vouloir maintenant cette fois-ci créer une machine virtuelle, je ne vais plus aller
sur une image de base qui m'est proposée en fait par le cloud provider. Non, je ne me base plus en fait sur cette image-là. Je vais me baser plutôt sur une image custom qu'on appelle généralement la golden image, qui s'appelle généralement golden image, qui est une image en fait qui respecte toutes les bonnes pratiques en termes de sécurité, de build, de versionning et bien d'autres aspects en termes de sécurité et de bonnes pratiques en entreprise. Donc, au niveau de cette image-là, on aura en fait tous les prérequis nécessaires pour pouvoir créer une machine avec les besoins, par exemple, de l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Si c'est pour de la prod, on sait qu'on aura une version stable de notre application, de notre outil au niveau de cette image-là qui va permettre donc de créer une machine virtuelle et ainsi pouvoir directement déployer notre application sur cette machine sans toutefois s'encombrer à chercher à vérifier ou bien à refaire des installations de la sorte. Par exemple, à partir de cette golden image aussi, je peux toutefois maintenant créer une image de type Docker, une image de type K3S, une image de type Ansible et bien d'autres. Ceci, bien évidemment, en fonction de vos exigences. Ça, ce n'est que des exemples parmi tant d'autres. Je pourrais éventuellement réaliser une golden image. Ensuite, à partir de cette golden image-là, je peux intégrer du pfSense ou d'autres utilitaires. Mais nous allons voir tout cela en pratique avec notre cas d'usage et notre retour d'expérience juste après. Donc là, je vais laisser la parole à Olivier pour qu'il puisse nous parler un tout petit peu de Terraform. Olivier? Oui, merci de me passer la parole. Oui, en effet, Terraform ici va nous permettre donc du coup de faire de l'infra as code. Globalement, c'est ça, faire de l'infra as code. Dans les vidéos précédentes, comme Ulrich l'a donc mentionné, le provisioning de l'infra se faisait essentiellement de façon manuelle, c'est-à-dire que on allait sur le dashboard de AWS, voilà, qui est le cloud provider que nous utilisons, et puis on provisionnait les infras et les machines de façon manuelle dans la console. Voilà, donc ici avec Terraform, on va automatiser tout cela, faire de l'infra as code. Donc, du coup, alors, je vais essayer de schématiser un tout petit peu tout cela. Donc là, nous avons donc, du coup, ici, nous avons Terraform. Qu'est-ce qui va nous permettre de faire? Nous avons notre PC en tant que DevOps ou alors Cloud Engineer qui est là. Voilà. C'est dans ce PC-là que nous faisons les différentes configurations qui vont bien. Donc, sans Terraform, qu'est-ce que ça donne? Sans Terraform, on a notre PC là, on a l'environnement du cloud provider qui est là. Donc, on symbolise un nuage ici. Et à partir de notre PC, sur la console de AWS, donc je symbolise un peu ça comme ça. Voilà, on va aller sur les différents menus, dit OK, j'ai besoin d'un VPC, je vais dans le menu du service du VPC, je fais les configurations de façon manuelle, je mets les adresses IP, etc., etc. Ensuite, par exemple, j'aurais besoin d'une EC2, d'une security group, d'une paire de clés, je vais aller dans le service EC2. Voilà, dans ce service-là, je vais choisir donc par exemple la création d'une instance. Tout ceci va donc se faire toujours de façon manuelle, c'est-à-dire que je vais remplir un formulaire, faire les configurations qui vont bien, voilà, choisir la security group que j'aurais créée au préalable, choisir une paire de clés, choisir le type d'instance, configurer éventuellement des user data s'il y en a. Et une fois que tout ceci sera bon, les amis, il sera donc question de valider. Voilà, en cliquant donc sur le bouton qui va nous permettre donc de valider. Et c'est une fois que ceci est bon que AWS reçoit la requête et peut donc créer les différentes ressources dont on a besoin.
On crée les différentes ressources dont on a besoin. Ça peut être un serveur, une instance. Ça peut être une security group. Voilà, pour définir les règles d'accès à notre EC2. Ça peut être une Elastic IP, voilà, etc. Donc, ça, c'est ce que nous avons fait jusque-là. Mais on voit très bien qu'il y a une limite à ça. La limite à ça, c'est que si on veut redéployer la même infra dans un autre environnement, on va encore devoir repartir de zéro, puisque c'est manuel. On va encore devoir repartir de zéro. Et ça ne nous garantit pas qu'on ne fera pas d'erreur. Voilà, ça ne nous garantit pas qu'on ne fera pas d'erreur. Donc déjà, avec l'infrastructure as code, on pourra définir tout ce dont on a besoin dans du code. Voilà, on définit tout ce dont on a besoin dans du code. Et avec les outils qui vont bien, provisionner cela de façon automatique. Alors, si je nettoie un tout petit peu mon écran, donc je vais schématiser donc ici comment est-ce que Terraform va donc nous permettre de réaliser tout cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au niveau de notre PC, cette fois-ci, on fera du code. On fera du code. On ira juste sur la console pour vérifier que tout va bien. On ira sur la console pour vérifier que tout va bien. Donc, sur notre PC, on va faire de l'IAC, donc de l'infrastructure as code. Donc, à ce niveau-ci, on aura un certain nombre de fichiers. Donc, infrastructure as code, ça veut dire du code. On aura des fichiers essentiellement de l'extension .tf. Voilà. Donc, sur notre PC, on aura l'outil Terraform qui sera installé, le binaire Terraform. Voilà. Donc, ce sera le binaire Terraform, Terraform.exe si on est sur du Windows, voilà, par exemple. Et donc, ce binaire-là aura donc la capacité, les amis, il aura la capacité, une fois qu'on aura édité tous nos fichiers avec le code dont on a besoin, eh bien, on aura la capacité donc de lancer la commande qui va bien. On appelle donc la commande Terraform. Lui va traduire cela en une suite d'instructions compréhensible par l'API de AWS. Parce que lorsqu'on fait de l'infrastructure code, les cloud providers en général, ils vont nous fournir une API, voilà, pour que on puisse les joindre depuis l'extérieur. Voilà. Donc, Terraform va traduire donc ce code-là, voilà, qui est en mode déclaratif. Donc, je lui dis, j'ai besoin d'un VPC, voilà les configs, j'ai besoin d'une EC2, voilà les configs, j'ai besoin d'une Elastic IP, voilà les configs. Et à la fin, je fais appel à la commande Terraform. On le verra tout à l'heure dans la pratique. Terraform, lui, va donc traduire cela en une suite d'instructions compréhensible par l'API de AWS, en notre cas, l'API de AWS. Voilà. Donc, Terraform va donc faire cela et du coup, AWS pourra provisionner automatiquement. Voilà, c'est lui qui va donc se charger à notre place de provisionner les ressources dont on a besoin. Voilà. Serveur, security group, voilà, paire de clés, tout cela peut être fait de façon dynamique. Voilà. Donc, Terraform, il aura donc l'avantage de nous permettre de faire donc de l'infrastructure, d'éditer du code, d'éditer notre code de façon incrémentale, progressive, d'avoir à tout moment la possibilité de retrouver l'état de notre infrastructure. Voilà, parce que Terraform, grâce au test, va permettre donc euh, de garder l'état de notre infra à tout moment. Et puis limiter les erreurs. Voilà, limiter les erreurs, parce que là, une fois qu'on a écrit du code, ça limite donc les interventions humaines qui étaient donc liées au fait de pouvoir éditer l'infra de façon manuelle. Voilà. Et donc après, qui dit code dit gestionnaire, gestionnaire de code de versionning. Donc du coup, on voit qu'avec ça, on peut versionner notre code et le pousser sur Git. Et le pousser sur Git, non seulement ça va nous permettre donc de versionner notre code dans GitHub par exemple, ça va permettre donc de versionner notre code et de simplifier voilà, de simplifier le travail en collaboration. Si on a un autre collaborateur qui nous rejoint dans notre équipe ou alors sur ce projet-là, il peut simplement récupérer le code depuis Git, il fait son Git clone et puis il édite les fichiers, il met à jour et de son côté, il peut donc appliquer aussi les commandes Terraform pour pouvoir modifier et faire évoluer l'infra. Donc, globalement, voilà ce que nous allons faire avec Terraform. C'est vrai qu'on adoptera une approche modulaire qui est beaucoup mieux pour les infras d'entreprise. Donc, il faudrait quand même noter que Terraform est un outil qui est multi-cloud.
Voilà, il est multi-cloud avec l'outil Terraform, on peut provisionner sur plusieurs cloud providers, ce qui est plutôt pas mal, ce qui est intéressant. Voilà. Donc, les amis, nous restons en alerte et tout à l'heure dans la pratique, on verra cela concrètement. Donc, je reviens à Ulrich pour la suite. Ok, merci Olivier pour ces explications-là. Donc, on va OK, passer super. directement à la pratique. J'aurai beaucoup de questions pour toi pour la suite. Donc, vous allez découvrir plein de choses. Bah, du coup, ici, on va aller Super. directement sur notre pratique et voilà. Tac, qu'est-ce qu'on a? Au niveau de la pratique, qu'est-ce qu'on a concrètement? Alors, je viens là sur mon VS Code. Ah, OK. Et ici, comme vous pouvez le constater, je sais que c'est assez clair. Voilà. Donc ici, comme vous pouvez le constater, nous avons un dossier Packer qui, bien évidemment, se retrouvera au niveau de notre repo GitHub Rex DevSecOps. Et à l'intérieur, nous avons différents codes. Nous avons celui de init image, nous avons K3S image, nous avons cube master image et nous avons cube worker image. Et bien évidemment, nous avons docker image. Alors, je vais commencer par init image qui va représenter en fait notre image de base, l'image sur laquelle l'ensemble des autres images, Docker, K3S, Cube, Worker et Master vont se baser. Donc, si j'entre ici, vous allez voir que j'ai des fichiers HCL et là, nous avons init image.pkr.hcl. .pkr, c'est juste pour dire que, OK, là, je suis sur du Packer. Et HCL, c'est pour juste dire que, OK, c'est une syntaxe HCL et il vient en fait de HashiCorp. On est d'accord? Donc, ici, vous allez voir que j'ai un fichier principal. Ensuite, j'ai un fichier variable pour des variables de surcharge. Ensuite, j'ai le fichier variable proprement dit qui va me permettre en fait d'avoir des variables. Parce que sans ce fichier-là, en fait, j'ai pas la possibilité de réaliser des surcharges ou de changer le comportement en fait de ma stack applicative ou en fait de mon code, quel que soit l'environnement dans lequel vous vous trouvez. S'il n'y a pas d'environnement, il n'y a pas de variable, il n'y a pas de surcharge par la suite. Donc, une variable doit toujours exister avant de pouvoir réaliser en fait une sorte de surcharge. Si on se concentre maintenant sur notre fichier init, vous allez vous rendre compte que la syntaxe, elle est plutôt correcte, elle est assez simple. Et là, vous allez voir qu'on a une déclaration ici Packer qui va aller sur Internet récupérant en fait la version 1.2.8 de Amazon. Ici, c'est tout simplement un bloc qui va permettre de télécharger le plugin permettant en fait à Packer de se connecter de façon programmatique en fait à AWS, notre cloud provider par défaut. Et nous avons le required version qui est à 1.9.2 et 2.0.0. Ça veut dire qu'ici, vous devriez avoir une version de Packer à 1.9.2 et inférieure à la version 2 pour que ce code-ci fonctionne au sein de votre environnement. Si vous n'avez pas cette version-là, ben, du coup, le code, il ne fonctionnera pas. Et en entreprise, il est toujours conseillé en fait de figer des versions précises pour avoir une bonne stabilité et permettre à ce que notre code soit toujours disponible et exécutable. Ensuite, lorsqu'on termine avec le bloc Packer, nous avons un bloc data qui, lui, va aller rechercher en fait une image à une version bien précise. Donc, lui, il va aller chercher une image Ubuntu en version 20.04, AMD64 Server sur AWS. Et là, nous avons la petite étoile en fait qui va permettre à ce qu'il récupère la dernière image en date de ce système-ci. Nous sommes d'accord que 20.04 a déjà été éprouvé. Donc, ça veut dire que en termes de sécurité, en termes de mise à jour, etc., la version LTS de Ubuntu 20 est une version stable dont nous pouvons très bien
se basant en fait sur cette version-là pour nos différentes stacks. Et bien dans notre honneur, nous allons préciser la personne ou le propriétaire ou l'entreprise qui a eu à builder en fait cette image et la rendre disponible au niveau de AWS. Donc, le bloc data va permettre de récupérer de manière dynamique l'ID d'une image qui va nous permettre de construire une VM et de réaliser les configurations de base de cette VM-là. Par la suite, nous avons un bloc local. Le bloc local ici va juste nous permettre soit de fusionner ou de changer le comportement de nos différentes variables qui seront disponibles en fait dans notre code. Ensuite, nous avons le bloc source qui va regrouper en fait la description de notre machine qui va être créée afin de permettre de réaliser un snapshot de cette machine-là. Et vous voyez que tout a été variabilisé ici. Nous avons la région qui spécifie où est-ce que l'image va être enregistrée, le source EMI qui spécifie en fait l'ID de l'EMI qui va être récupéré par le bloc data présenté précédemment. Ensuite, nous avons l'EMI name qui sera le nom qui sera affiché au niveau de notre compte AWS après le build de l'image. Ensuite, nous avons la description, l'instance type qui représente en fait la puissance de calcul que nous allons allouer en fait à la machine lors de sa création. Puis, nous avons la description de la partie disque et les tags qui vont bien. Une fois que cette description, donc ça c'est le squelette en fait de la machine. C'est le squelette, la machine va être créée et tout, c'est OK. Ensuite, nous sommes dans le bloc de définition. Au niveau du bloc de définition, c'est là où nous allons charger en fait toutes nos configurations. Ma première configuration ici, c'est le default.cfg. Ma seconde configuration, ça sera le mode. Et ma dernière configuration, ça sera le script init. Donc, je vous présente le default qui représente tout simplement la configuration de l'utilisateur principal de cette image avec un mot de passe et la possibilité de se connecter via user et mot de passe à cette VM. Donc, on a une seconde possibilité de connexion en dehors de la connexion par paire de clés. Ensuite, nous avons le fichier mode. Le fichier mode, en fait, c'est juste une signature que nous avons insérée au niveau des différentes images afin que ces images-là, en fait, soient propres à notre norme d'entreprise. Vous pouvez avoir plusieurs normes en entreprise disant que, OK, à l'affichage, on voudrait avoir la consommation de CPU, la consommation de la RAM, l'espace disque. On voudrait que ce soit actualisé après un certain nombre de temps, ainsi de suite. Nous, on a juste mis un petit design pour, en fait, remettre cela dans notre contexte de retour d'expérience DevSecOps avec un petit message juste en dessous. Et enfin, nous avons le script init.sh qui représente en fait tout simplement l'installation des outils de base dont nous aurons besoin en fait pour notre retour d'expérience par rapport en fait à notre stack applicative. Et là, comme vous pouvez le constater, nous avons pas mal de fichiers de configuration dans le bloc init image ou bien dans le dossier init image, tout simplement parce que c'est notre image de base. Mais lorsque nous allons aller, par exemple, sur le dossier Docker image, vous allez voir que nous nous retrouvons en fait avec deux fichiers de configuration, un fichier de variabilisation et un fichier principal qui s'appelle Docker image, qui représente également le squelette de notre machine virtuelle qui va être créée. Mais cette fois-ci, au niveau du bloc data, vous allez remarquer que il va récupérer en fait le nom de l'image qui a été buildée précédemment. Je vais vous montrer où est-ce que j'ai mis ce nom-ci. Alors, je reviens dans le bloc init et on va chercher EMI name, local.emi name. D'accord, je remonte tout simplement et ici, vous allez voir var EMI préfixe local timestamp.
var et mi préfixe représentent en fait Rex DevSecOps que vous avez vu précédemment. Alors, je vais diviser mon écran Yes. ici pour que ce soit un peu plus fluide. Oui, Olivier? Tu Non, avais c'est une bon, je question? disais, c'est bon. Non, c'est bon. Ah, d'accord. Je vois effectivement le filtre que tu appliques là. C'est super. D'accord. Donc, ici, je voulais diviser mon écran pour que ce soit un peu plus visuel. Donc, si je reviens sur l'image Docker, voilà. Là, vous allez constater que je mets Rex DevSecOps, qui va correspondre en fait à var et mi préfixe. Et ensuite, le local timestamp sera juste surchargé à partir du timestamp qui a été défini ici en année, en mois et en jour. Ensuite, en heures, en minutes et en secondes, tout simplement. Par exemple, à l'heure actuelle, il est 13h42. OK. Bon, les secondes, je ne les ai pas. Dommage. Mais nous sommes en fait le 14 juillet 2025. Dans le format que j'ai eu à donner, ça sera plutôt 2025 07 14 13h43 et le nombre de secondes si je lance le build de mon image à l'heure actuelle. Et toujours dans cette même lancée, nous sommes basés en fait sur ce squelette-là pour pouvoir construire en fait les autres images qui vont nous être utiles. Dans notre vidéo actuelle, nous allons nous concentrer sur la stack Docker qui va nous permettre en fait de réaliser et d'aboutir en fait le travail que Gédas et Aurélie ont eu à faire dans la vidéo précédente. Mais cette fois-ci, avec un environnement un peu plus dynamique, avec un provisionnement beaucoup plus dynamique. Maintenant, toujours dans notre bloc data, vous allez remarquer que je mets le most recent pour tout simplement lui dire, OK, va chercher l'image la plus à jour que tu vas trouver avec ce tag-ci, avec ce filtre-ci, avec ce nom. Ensuite, le owner, pourquoi je mets self? Tout simplement parce que je sais que c'est moi qui build l'image. Ça veut dire que l'image Rex DevSecOps avec l'alias, tout ce qui se trouve derrière, la date, etc., sera provisionné à la base par mon compte. Ça, c'est parce que je sais que c'est mon compte. Mais si vous avez, par exemple, un autre compte qui est uniquement chargé de réaliser le build des images, bah, du coup, c'est avec ce compte-là, comme nous l'avons fait au niveau du bloc data d'origine pour l'image init, vous allez récupérer l'ID et le spécifier là. Mais si c'est vous qui provisionnez en fait l'image, alors vous pouvez tout simplement mettre un self pour dire, OK, va récupérer une image que moi-même j'ai eu à builder précédemment. Et pour chaque type d'image que nous allons builder, nous avons un code bash qui a été écrit spécifiquement en fait pour cette image. Par exemple, pour Docker, voici son code, son script bash qui va nous permettre d'installer et de configurer en fait notre image Docker. Pour K3S, nous avons également ce script-ci. Pour le master que nous allons voir lorsque nous allons arriver dans la prochaine vidéo, vous allez en apprendre un peu plus sur ce code-ci. Et pour le worker également, vous avez un script bash qui a été conçu spécifiquement pour créer en fait ou builder en fait notre image cube worker. Alors, ça c'était pour la présentation de Packer. Sans plus tarder, regardons un peu ce que ça donne en pratique pour le build. Nous avons présenté ou utilisé en fait un petit outil, mais qu'on verra un peu plus devant, un peu plus en détail. Ce qui est là dans notre vidéo, c'est que nous devons nous concentrer sur Packer et Terraform. Donc, je ne vais pas rentrer en détail en fait dans ce qui m'a permis de réaliser en fait de l'automatisation pour le build de mes images. Et donc, moi, j'ai utilisé du GitHub Action qui, lui, va juste récapituler l'ensemble des commandes Packer permettant de réaliser le build d'une image. Alors, si je viens ici, par exemple, je dis, OK, je vais pousser
le code et lorsque tu arrives sur la branche HTTP, OK, tu vas dans le dossier Packer. S'il y a eu un changement, bah, du coup, tu lances le workflow. C'est tout ce que j'ai eu à définir ici, rien de très complexe. Et ensuite, je définis les différents stages, les différents jobs. Donc, par exemple, j'ai le job build base qui représente en fait l'init. Ensuite, j'ai le job build Docker qui représente l'image de Docker. Ensuite, j'ai le job build K3S et bien évidemment K8S Master et K8S Worker. Donc, à chacune des étapes, il va réaliser le build des images et il y aura une sorte de dépendance. Par exemple, init ou build base doit d'abord se terminer avant que build Docker ne se lance. Ça, c'est la condition que j'ai eu à mettre à ce niveau. Et donc maintenant, pour pouvoir builder votre image, il vous faudra des access keys et des secret keys qui représentent en fait des crédentials permettant de se connecter de façon programmatique en fait à la plateforme AWS où vous voulez en fait stocker votre image finale. Et la commande qui me permet donc de réaliser le build de mon image, ce sera tout simplement un packer build avec un point. Le point, bien évidemment, pour préciser le contexte où se trouvent mes différents fichiers de configuration. Mais comme je vous ai dit précédemment, si vous n'avez pas en fait ce bloc packer qui précise en fait d'aller chercher le plugin de l'outil permettant de se connecter de façon programmatique à AWS, alors le packer build n'aura aucun sens, il n'aura aucun effet. Et c'est donc pour ça que nous réalisons en amont un packer init afin de pouvoir télécharger en fait le plugin correspondant et nous permettant ainsi de nous connecter grâce aux access keys et aux secret keys à l'interface de AWS. Donc, comme vous pouvez le constater ici, vous allez voir que j'ai fait un push et là, je vais aller tout simplement au niveau de mon repo et nous allons vérifier que nos images ont été convenablement buildées. Et lorsque j'arrive ici, vous allez constater que build image, c'est bien buildé, build docker image également, build K3S également. Et vous pouvez voir qu'il y a une sorte de dépendance entre ces différentes ressources-là, comme vous pouvez le voir. Init est la première image et Docker dépend en fait de init. Pour pouvoir travailler en fait sur un cluster Kubernetes, il vous faut ce qu'on appelle un runtime, que vous verrez un peu plus en détail dans la prochaine vidéo. Et donc, c'est pour ça que nous avons une dépendance entre l'image de Docker et les images en fait de Kubernetes qui se trouvent juste là. K3S, quant à lui, n'a pas forcément besoin de Docker pour pouvoir fonctionner et donc, il dépend uniquement en fait de notre build image de base. Et si nous regardons un peu quel est le process qu'il emploie pour pouvoir builder l'image, on va aller dans les logs juste pour vérifier et voir un peu comment ça s'est déroulé. Alors, je viens là, je clique sur le job correspondant et lorsque je suis sur le job, vous allez voir qu'il est allé chercher l'image avec le bloc data. Il a créé la security group et il a autorisé le port 22 pour la connexion de façon temporaire dans une security group. Puis maintenant, il a lancé la machine et dès qu'il a lancé la machine, il a attendu quelques secondes que le SSH soit disponible, puis s'est connecté. Et comme vous pouvez le constater, il a chargé mon fichier default, il a chargé mon fichier mode et il va charger aussi également mon fichier script. Et lorsque mon fichier script se lance, bien évidemment, comme c'est un script, il doit se lancer et ensuite on doit avoir une sortie à l'écran comme ceci. Et lorsque le travail est terminé, il va nous générer en fait une EMI que nous pouvons maintenant utiliser pour pouvoir réaliser en fait le build d'une autre image à partir de celle-ci. Et donc, voici l'EMI qui a été buildé pour l'init image. Ici, nous copions ceci pour aller faire une petite comparaison au niveau de notre interface. Je vais aller là sur EC2,
Et ensuite, je vais aller au niveau de EMI pour pouvoir vérifier si nos images sont bien effectivement disponibles au niveau de notre compte. Donc, on va patienter quelques secondes. Je ne sais pas, est-ce que Olivier a des questions ou des remarques par rapport à tout ce que j'ai déjà eu à expliquer le temps que l'on retrouve nos images? Alors, donc, j'ai vu que tu as effectivement opté de mettre en place une image init sur laquelle tu t'appuies maintenant Mhm. pour rapidement générer l'image pour l'infra de Docker. Et à partir de Docker, comme on sait qu'on a besoin d'un container engine pour Kubernetes, tu t'appuies dessus pour générer donc le cluster. C'est bien ça? Oui, c'est à partir des différentes images là. Donc, la init va contenir en fait l'ensemble des prérequis nécessaires. Maintenant, si je vais arriver à l'image de Cube, par exemple, on sait que sur Cube, il y a certaines dépendances. Donc, je me base sur une image qui a déjà un certain nombre de dépendances qui vont permettre, en fait, que lorsque je vais lancer mon cluster Kubernetes, bah, du coup, que j'ai déjà ces dépendances-là. C'est pour ça que tu as vu la chaîne d'approvisionnement au niveau de notre GitHub Action Interface ici. GitHub Charge. Mhm. Ok, Voilà. super. D'accord. Donc, si je reviens ici, vous allez voir que nous avons nos différentes images. Rex DevSecOps K3S, Rex DevSecOps Worker, Rex DevSecOps. Celui-ci représente en fait notre image initiale. Et comme vous pouvez le constater, chaque image est préfixée en fait par son type d'environnement. Pour Docker, c'est celui-ci. Pour K3S, c'est celui-ci. Et pour les autres, pour Kubernetes, ça sera KubeMaster, donc Rex DevSecOps Master. Et nous avons notre worker ici. Et voilà, nous avons nos images qui sont disponibles et prêtes à l'emploi. Je pense que Olivier maintenant peut réaliser aisément en fait le provisionnement d'une infrastructure à partir de ces images-là. Il va nous faire rapidement le test et on va voir en fait quelle est la puissance en fait de Terraform et de façon visuelle par ricochet voir également ce que Packer nous a permis de réaliser. Et il va bien évidemment se baser en fait sur ces images au niveau de son code. Alors, Ok. Olivier, je te passe la parole pour que tu nous parles un peu de Terraform. Donc, Ok. Donc, effectivement, avec donc Terraform, on va donc présenter le code qu'on a mis sur pied. Comment est-ce qu'on l'a configuré? Donc, comme je disais tout à l'heure, on a eu une approche modulaire. Voilà, donc on a mis en place un certain nombre de modules, ce qui va nous faciliter la réutilisabilité du code. Donc, au niveau du code, on a le dossier récip.tf, donc c'est ici que voilà qu'on a tout notre code Terraform. Donc, on va s'intéresser déjà dans un premier temps à module, au dossier module. Voilà. Donc, dans le dossier module, en fait, on va définir des dossiers avec du code permettant de générer une ressource spécifique et le code ne sera pas dépendant d'un environnement ou d'un projet en particulier. Voilà, ça veut dire qu'on pourra récupérer les différents codes qui sont ici et les appeler dans n'importe quel autre projet pour générer la ressource dont on a besoin. Par exemple, donc, le module VPC, donc on aura globalement trois fichiers. En général, on a le fichier main.tf où on fait les configurations principales. Ensuite, l'output.tf pour externaliser un certain nombre de valeurs qui auront été générées après la réalisation de la ressource. Parce qu'il faut comprendre que chaque module, même s'ils sont dans le même projet, même s'ils sont chargés dans le même projet, chaque module fonctionne un peu dans un environnement isolé. Voilà, chacun est un peu dans son environnement isolé. Et les résultats des traitements ne peuvent être exploités que par d'autres modules ou alors dans notre dossier principal, oui, dans d'autres modules que si et seulement s'ils ont été chargés dans l'output. Voilà. Donc, on va voir ça tout de suite. Et après, on a le fichier variable.tf où effectivement, on a défini un certain nombre de variables. Donc, dans le fichier main.tf concrètement, pour ce qui est du VPC,
On a ce code-ci qui est pas très long, voilà. C'est l'avantage, du HCL. C'est un code qui se rapproche de l'humain. Donc on a, on va déclarer une ressource de type AWS VPC, voilà, qu'on appelle ici par exemple, Stack VPC. Donc dans sa mémoire programme, Terraform va, référencer qu'il y a une ressource, de type VPC qu'on a, appelée Stack VPC tout simplement. Donc le CIDR bloc, maintenant, ce sera, hem, le masque réseau qu'on veut donner à notre VPC. Donc là, on le variabilise. On va le variabiliser pour rendre notre code beaucoup plus dynamique. Et c'est ça donc, là, ça va véritablement montrer la puissance des modules. Parce que là, en fonction du projet dans lequel on voudra instancier, un VPC, on choisira nous-mêmes le masque de sous-réseau pour le bloc, voilà. Donc après, on peut mettre dans le tag, donc on peut définir un nom à notre VPC. Là maintenant, c'est du point de vue de la ressource sur le cloud provider et dans notre cas AWS. Voilà, donc il faudrait pas confondre tout cela. Donc ici, ce nom-ci, c'est le nom qu'on va donner pour que Terraform puisse référencer ça dans sa mémoire programme ou encore dans le TF-state. Et ici, avec les tags, c'est pour pouvoir modifier le nom qui va s'afficher dans notre console AWS. On le variabilise aussi. Parce qu'effectivement, bien entendu, on a un code qu'on peut utiliser dans plusieurs projets, mais il faudrait qu'on puisse le spécifier une fois qu'on l'applique dans un projet en particulier. Ça, c'est pour le VPC. Donc, ces variables-là, elles sont donc déclarées dans le fichier variable.tf. Donc, on a effectivement un VPC name ici avec le type et puis le CIDR block avec le type. Bon, on peut mettre une description. Donc, maintenant, on se dit, sachant qu'on aura à associer à notre VPC un certain nombre de ressources, on prévoit déjà qu'on aura besoin de l'ID de ce VPC-là. Voilà, on prévoit qu'on en aura déjà besoin et donc on le met déjà en output. On le met déjà en output. Voilà. Donc globalement, ce sera ça, les amis. Donc, vous avez dans le cloud provider, dans AWS, en effet, on sait que AWS, il va organiser les ressources sous forme de régions. Donc, lui, il organise les ressources sous forme de régions. Dans les régions, on a les zones de disponibilité, voilà, qui sont déjà à notre disposition. Ça, c'est le cloud provider qui configure ça pour nous. Maintenant, nous, avec notre code, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place donc le VPC dans une région en particulier et par la suite vont suivre les ressources qui vont bien, voilà, notamment le sous-réseau, security group, dans un certain nombre de zones de disponibilité. Donc, il faut faire la différence entre ce que le cloud provider met déjà en place pour nous et maintenant ce que nous allons rajouter et créer comme ressource. Alors, après le VPC, dans le VPC, donc du coup, donc, on a le module Subnet qui permet donc de créer des sous-réseaux. Donc, c'est globalement la même configuration du code, hein, ce n'est que le contenu qui va changer. Donc, on va déclarer une ressource de type AWS Subnet. Et vous voyez qu'ici, on aura besoin de l'ID du VPC. Voilà. Mais comme c'est le module et que le code doit rester indépendant, voilà, les codes doivent rester indépendants, on doit avoir le plus d'indépendance possible. Donc, on variabilise ceci sachant que c'est dans le projet concrètement qu'on aura à mettre la valeur qui va bien. Donc, on aura aussi à préciser un CIDR bloc pour ce sous-réseau-là, c'est tout à fait normal. On doit le ranger dans une zone de disponibilité en particulier. Donc ici, on peut le choisir, même s'il y a la possibilité de laisser qu'il le mette dans une zone de disponibilité par défaut. Mais là, on choisit donc voilà, de pouvoir préciser nous-mêmes la zone de disponibilité dont on aura besoin. Et même principe encore, on va variabiliser le nom de la ressource au niveau du cloud provider AWS. Donc après, on a donc les variables qui sont toutes déclarées ici. Voilà. Donc VPC ID, subnet CIDR block, subnet name et puis l'availability zone. Après, en output, c'est pareil, hein, on sait qu'on aura besoin donc d'associer des ressources dans ce sous-réseau-là. Donc on prépare déjà l'ID de ce sous-réseau-là en output. Donc, value, on appelle notre ressource AWS subnet.mysubnet.id, tout simplement. Donc, on va parcourir encore quel module. Alors, après le subnet, vous avez security group.
Donc, les security groups qui sont généralement utilisés pour filtrer le trafic et faire office de pare-feu devant les instances EC2. Donc ici, dans l'architecture est la même pour, donc on aura 3 fichiers, main, output et puis variable.tf. Donc à ce niveau-ci, il est question donc de filtrer le trafic. Bon, nous dans notre cas, pour le moment, on s'est pas trop embarrassé à filtrer un certain nombre de ports. Pour l'instant, on a ouvert tous les ports. Donc c'est vrai que c'est pas forcément une très bonne pratique, mais on le fait d'abord ainsi, on pourra filtrer au fur et à mesure par la suite. Donc là, on a, la ressource AWS Security Group Role, donc qui nous permet donc de définir une règle. Donc c'est ici qu'on va définir nos règles. Ingress et egress. Donc ingress, c'est le trafic qui va entrer, c'est-à-dire venir de l'extérieur vers, notre instance EC2, voilà. Et ici, egress, c'est une règle egress, donc filtrer le trafic qui va partir de l'EC2 pour sortir et aller hors de notre réseau, éventuellement vers un autre VPC ou alors vers un autre réseau ou alors vers un autre vers Internet éventuellement. Donc, il s'agit voilà, de filtrer suivant les ports avec les attributs from port et to port. Donc, alors, même chose, on sait que par la suite, on aura besoin du nom de la security group et éventuellement de l'ID. Donc, on prépare déjà ça ici en output. Voilà. Donc, tout ce qui est variabilisé, on a variabilisé quoi? Le nom de la security group. Voilà, c'est tout à fait normal. On doit avoir un nom en particulier. Pour la security group qu'on doit instancier, l'ID du VPC, on variabilise ça, on devra renseigner ça le moment venu parce qu'une security group doit être associée à un VPC en particulier. Donc, il y a des valeurs à mettre le moment venu. Et puis, la liste des CIDR blocs, tout ceci aussi a été variabilisé. Donc, après ça, vous avez le module. On va parler de quel module? L'ANAT Gateway, qui permet à ce que si éventuellement on a un sous-réseau privé auquel on voudrait que les instances puissent avoir accès à Internet, voilà, il faudrait donc utiliser ce qu'on appelle une NAT Gateway. Voilà. Donc, on définit aussi ça donc dans un module en faisant appel à la ressource AWS NAT Gateway. Voilà. Donc là, il faudrait donc lui associer une Elastic IP parce qu'elle a besoin d'une adresse IP publique pour aller sur Internet. C'est tout à fait normal. Il faut préciser l'ID du sous-réseau, c'est-à-dire le sous-réseau public dans lequel la NAT Gateway doit être chargée. Parce qu'effectivement, pour pouvoir accéder à Internet, une ressource doit se trouver dans un sous-réseau public. Et la NAT Gateway n'échappe pas à la règle. Donc après, on a un certain nombre de tags qu'on peut définir, voilà, qu'on va voir donc effectivement au niveau de nos variables. Donc ici, EIP Association ID, donc on a variabilisé tout cela. Donc vous voyez les amis, on rend le code du module est le plus dynamique possible. Voilà, il est le plus dynamique possible pour simplifier la réutilisabilité de notre code. Après, un module que j'affectionne tout particulièrement bien, moi personnellement, c'est le module Keper, parce qu'il va donc nous permettre de créer des paires de clés de façon dynamique. Voilà, on crée des paires de clés de façon dynamique, on récupère tout cela dans notre code et on l'associe aux ressources de façon lorsqu'on en a besoin. Pas besoin d'aller encore sur la console pour créer une paire de clés de façon manuelle. Et c'est plutôt pas mal. Donc, ces blocs de code-là mis en place par les différents providers nous permettent donc de gagner en temps sur ce point-là. Donc, pour créer la key pair, qu'est-ce qui se passe? On a besoin d'abord, dans un premier temps, de créer une clé publique de type TLS. Voilà. On crée une clé publique de type TLS, on précise l'algorithme et puis le nombre de bits pour le chiffrement. Après, maintenant, la paire de clés proprement dite pour AWS. Donc, ça, c'est un code ici qui est typiquement Terraform, qui n'a rien à voir avec une ressource AWS, qui sera donc utilisé maintenant pour créer, les amis, la paire de clés. Pour créer la paire de clés. Donc, on va appeler generated key. On va habiliser le nom. Voilà, on va habiliser le nom. Et on lui passe donc
une clé publique et cette clé publique-là va donc venir d'où? Elle va venir de cette ressource qu'on avait créée plus haut. Voilà, on va venir de cette ressource qu'on avait créée plus haut. Donc, on va lui dire tls private key, .tls pk et ensuite public key OpenSSH. Voilà. Ensuite, maintenant, on aura besoin du registre de type local file pour pouvoir créer, euh, pour pouvoir garder, récupérer la clé privée qui a été générée dans cette paire de clés-ci et la garder, qui a été générée donc à partir de la TLS private key pour pouvoir la garder en local. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait tout ceci, les amis? En fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on crée une paire de clés et qu'elle est associée, par exemple, à une EC2, donc au niveau de AWS, qu'est-ce qui va se passer? Au niveau de AWS, pour créer une EC2, AWS a besoin de l'associer à, à une paire de clés. A besoin de l'associer à une paire de clés pour que la communication et l'accès soient sécurisés. Donc, la clé privée, elle va être, on va la symboliser comme ça, avec des traits. La clé publique, avec 3 traits. Donc, ici, c'est donc private. Ici, c'est public. Donc, quand on le crée manuellement, qu'est-ce qui se passe? Quand on le crée manuellement directement, par exemple, depuis notre console AWS sur notre PC, qu'est-ce qui se passe? Quand on dit à AWS de nous créer une paire de clés, il nous demande donc de renseigner le nom qu'on veut lui donner. Voilà. Et quand on crée la paire de clés, on va constater qu'il y a un fichier qui nous, à la fin, lorsqu'on valide, il va nous demander de télécharger un fichier. Et bien, ce fichier-là, c'est la clé privée. C'est la clé privée qu'on est en train de télécharger en local dans notre machine. Et c'est tout à fait normal parce que la clé privée, bah, elle est liée à un compte et ne doit pas être partagée n'importe comment. Par contre, la clé publique, AWS va la garder et l'associer à chaque fois à la ressource au moment de la création. Donc, lorsqu'on crée une EC2, on choisit toujours la clé à laquelle elle doit être associée pour pouvoir configurer l'accès sécurisé. Et donc, au moment où on va initier, par exemple, une connexion SSH, vu qu'on a téléchargé au préalable la clé privée lors de la création de la paire de clés, on va donc devoir renseigner ça dans la commande SSH. On renseigne la clé privée, on envoie la commande. Et lorsque cette clé privée-là va arriver, AWS va faire quoi? Il va comparer ce qu'on a envoyé comme clé privée-là pour voir si ça match bien avec la clé publique qu'il avait sauvegardée au préalable. Et si ça match, c'est alors qu'il ouvrira la connexion SSH. Donc, ça, c'est ce qui est fait lorsqu'on crée la paire de clés de façon manuelle. C'est lui qui nous fait télécharger. Mais vu que maintenant, c'est nous-mêmes qui allons créer cette paire de clés-là, on n'a plus besoin de cela. Nous-mêmes, on va sauvegarder notre clé privée, voilà, à l'aide de la ressource local file, voilà, qui est une ressource mise en place par HashiCorp. Donc, on télécharge cette clé-là et on fournit la clé publique donc à AWS parce qu'il a besoin toujours de garder cette clé publique-là. Voilà. Donc, il va garder cette clé publique-là et au moment de la connexion, il pourra donc tester le matching et voir si tout va bien. Donc, ça, c'est pour la paire de clés. Alors, après, on a encore quel module? Et on peut parcourir la route table, voilà, le module route table, qui va nous permettre en réalité de créer une table de routage. Une table de routage pour mettre des règles et définir, puisque là, c'est nous-mêmes qui sommes en train de mettre en place notre VPC. Donc, il faut définir des routes pour dire, OK, si on veut accéder à Internet depuis tel réseau, passe par telle route. Si on veut accéder à telle ressource depuis tel réseau, passe par telle route. Donc, c'est cette ressource de type AWS Route Table qui va nous permettre donc de faire cela. On pourra donc l'agrémenter par la suite dans le projet concrètement. Donc, en output, bien entendu, on va mettre son ID parce qu'on prévoit déjà de l'utiliser et comme d'habitude, on le variabilise au maximum. Donc, après, le reste des modules, on a l'EIP, le C2 et le BS. Donc, l'Elastic IP, il va donc nous permettre de créer une adresse IP publique, comme son nom l'indique, élastique. Pourquoi? Parce qu'en effet, lorsqu'on crée une EC2, lorsqu'on va créer une instance EC2 au niveau de AWS, par défaut, AWS va lui associer une adresse IP publique. Par défaut. Il va lui associer une adresse IP publique. Mais on sait très bien que le C2, avec
tout ce que ça demande comme ressources et consommation des applications, ça peut tomber à tout moment. Et si ça tombe à tout moment, on doit pouvoir être capable de recréer une nouvelle instance et de reprovisionner notre infra. Donc, si cette EC2-ci tombe, on va devoir en créer une nouvelle. Et on voit donc que AWS va lui fournir une autre adresse IP publique. Et comme la gestion de cette IP-là est gérée à AWS et que lui va le faire avec un DHCP, l'adresse IP ne sera plus la même que celle qu'on avait au préalable ici. Ce sera une autre adresse IP, donc je peux dire adresse IP publique prime ici. Voilà. Et donc, on voit que si on avait configuré cette adresse IP-là ailleurs dans notre infra ou alors avec un client tiers, ce sera assez fastidieux. Raison pour laquelle il est souvent intéressant de mettre en place donc une Elastic IP, voilà, qui va donc permettre d'avoir un seul point d'entrée pour notre infra, pour notre EC2 notamment, un seul point d'entrée. Et du coup, on va utiliser cette EC2-là pour l'attribuer, pour attribuer une adresse IP publique à, on va utiliser cette EIP pour attribuer une adresse IP publique à notre EC2. Et donc, l'adresse IP publique ne sera donc plus gérée avec le DHCP de AWS, mais par cette IP fixe là qu'on aura choisi. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Si l'instance y tombe, elle sera tout simplement déconnectée de l'EIP, mais l'EIP sera toujours là et disponible. Il faudra juste créer la nouvelle instance et associer donc maintenant cette EIP-là à la nouvelle instance. Et on voit donc que tous les clients qui utilisent notre infra passeront par le même point d'entrée. Voilà. Donc, voilà l'avantage, le gros avantage d'avoir une Elastic IP. Donc, on le crée et avec la ressource AWS EIP, on le met en output. Donc, on va mettre en output l'ID, l'adresse IP publique et puis l'adresse DNS publique. Donc, on sait qu'on en aura éventuellement besoin. Donc, après, on a le C2, le module EC2, qui va donc effectivement nous permettre de créer notre instance. Nous permet de créer notre instance. Donc, une EC2 doit être dans un sous-réseau. Donc, on doit lui préciser le subnet ici. Donc, tout ça est dynamisé au maximum, c'est variabilisé au maximum. L'AMI, c'est-à-dire l'image qu'on va utiliser donc pour provisionner notre instance. Et c'est à ce niveau-ci qu'on devra faire référence à l'image qui a été provisionnée au niveau de Packer par URISH. Voilà, très intéressant. Ensuite, le type d'instance, voilà, c'est pour la ressource qu'on aura, le type de ressource qu'on aura donc à consommer en ce qui concerne les CPU, la RAM, etc. Ensuite, on a un attribut aussi très intéressant et très important, la keyname. C'est à ce niveau-ci qu'on doit lui dire qu'on doit lui renseigner la paire des clés, qu'on doit lui renseigner donc la paire des clés qu'on aura créée au préalable, voilà, afin de pouvoir configurer l'accès sécurisé. Voilà. Donc ici maintenant, on doit lui préciser donc dans quel VPC, voilà, on doit lui préciser dans quel donc les security group, voilà, donc VPC security group, dans la security group qu'on aurait créé au préalable avec le module SG plus bas là, on doit le renseigner ici. Voilà, parce que la security group est là pour protéger notre EC2 et filtrer le trafic. Donc après, on a un ensemble de tags qu'on pourra mettre en œuvre, notamment le nom. Et puis aussi, important, les user data. Les user data qui permettront donc de lancer un certain nombre de configurations. Voilà, on va lancer un certain nombre de configurations dont on sait qu'on aura besoin forcément pour le démarrage et le bon fonctionnement de notre instance EC2. Donc voilà globalement pour la ressource et le module EC2. Donc en output, évidemment, on aura l'ID de l'instance, voilà, et éventuellement les adresses IP privées et publiques. Voilà. Donc on le prévoit, on sait qu'on en aura éventuellement besoin. Donc le dernier module qu'on a prévu ici pour ces stacks, on a le module EBS qui va nous permettre de créer nos propres EBS. Parce qu'en effet, lorsqu'on crée une EC2, c'est vrai, AWS va nous provisionner un disque par défaut, mais il est important de pouvoir créer nous-mêmes d'autres EBS et les attacher une ou plusieurs et attacher cela à notre instance pour séparer éventuellement les ressources applicatives
des ressources système, ce qui va donc simplifier la sauvegarde et la mise en place des snapshots. Ce qui fait que si l'instance tombe, on va garder, on va rester en possession de nos données parce que quand l'instance va tomber, comme elle n'est pas fortement liée à l'EBS va rester disponible avec les données de nos applications. On pourra relancer l'instance et venir juste faire le montage de notre EBS toujours présente sur la nouvelle instance. Voilà. Donc, ça facilite, ça nous accorde une certaine tolérance aux pannes. Donc ici, avec la ressource AWS EBS Volume, on crée donc notre EBS. Voilà. On doit lui renseigner l'availability zone à minima, donc le size et le tag. Donc tout cela est variabilisé. Ça, c'est le leitmotiv euh, d'une infra avec des modules. Il faut variabiliser au maximum. Voilà. Donc on a les variables ici qui vont bien, AZ, size et puis EBS tag, où ici on va tout simplement variabiliser le nom. Donc on met une valeur par défaut. On a la possibilité lorsqu'on déclare nos variables de mettre des valeurs par défaut. Donc ici, c'est ce qu'on a fait. Pour l'availability zone, on lui dit par exemple que la valeur par défaut, c'est USIS 1B. Pour le size, ce sera 15 Go. Et pour l'EBS tag, dans le nom de l'EBS, ce sera EBS volume. Donc après, on aura la possibilité de surcharger les valeurs si nécessaire, si on en a besoin. Donc là, c'était pour un tour d'horizon sur les différents modules qu'on va donc maintenant devoir pouvoir exploiter dans différents projets. Là, par exemple, dans ce cas-ci, on a le dossier Docker dans lequel donc on va faire appel à l'AMI qui a été provisionné par Parker, puis appeler les différents modules qui sont ici. Et on voit qu'on a un deuxième dossier ici qui est Kubernetes, où on pourra réutiliser les mêmes modules pour mettre en place notre stack Kubernetes pour un cluster. Voilà. Donc, c'est intéressant avec le module. Ça évite la réécriture du code depuis zéro. On réutilise juste un code qui a déjà été testé et évalué. Donc, on va aller proprement concrètement dans ce dossier Docker-là. Donc, dans ce dossier Docker-là, on a déjà dans un premier temps le fichier Olivier, admin, le fichier principal, on a le fichier provider. Oui, Rich, une question? ouais, excuse-moi, mais je pense Yes. que là, tu es en train d'entrer dans l'explication du code et non dans les bonnes pratiques à adopter. Là, tu es en train de présenter tout le code en détail. Je pense que ceux qui viennent, en fait, ont déjà une petite expérience sur ce que c'est que Terraform et tout, mais maintenant, ils n'ont peut-être pas une expérience sur comment l'utiliser en entreprise. En fait, je pense que c'est beaucoup plus sur cet axe-là que je dois te concentrer. Parce que là, je présentais ligne par ligne et tout. Non, je pense qu'on devrait plutôt aller sur un axe un peu plus pro où tu présentes en fait les aspects du cas d'entreprise, ton retour en fonction de ce que tu fais généralement en entreprise, tu vois. Donc, c'est ça. Oui, oui, oui. Oui, j'étais en train effectivement d'y en venir, merci. Donc effectivement, maintenant on va donc utiliser donc ces modules-là. Voilà. On utilise donc ces modules-là et on y fait appel. Donc là, par exemple, l'une des bonnes pratiques, c'est déjà de séparer le code au maximum, de faire du diviser pour mieux régner, pour bien organiser notre code. Donc on a déjà le fichier provider où on va définir tout ce qui est provider. On peut avoir plusieurs providers dans le code de Terraform. Voilà, donc là, on fixe les versions. Ça aussi, c'est une bonne pratique à adopter parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver comme modification et incompatibilité si on se positionne sur une version latest. Donc là, on fixe le code du provider et on fixe le code de Terraform, du binaire Terraform qui tourne dans le PC. Ensuite, pour la sécurité, la bonne pratique aussi, c'est de mettre les informations sensibles dans un fichier credential. Voilà, on va utiliser le share credential file pour éviter de mettre ces informations sensibles-là en direct dans le code Terraform. Et donc, une fois que c'est fait, donc on va définir déjà un ensemble de profils. Donc, c'est un avantage de pouvoir définir plusieurs profils avec les share credential file qu'on peut mettre dans un dossier secret qui sera ignoré du point de vue de Git. Voilà, ce qui est une très bonne pratique, de telle sorte que si on est en collaboration et qu'on pousse ce code-là,
ce ne sera pas en clair sur le réseau et puis nos collaborateurs pourront récupérer tout simplement ce code-là sans nos informations sensibles. Donc, on l'a bien entendu mis au niveau du kit ignore ici. Donc, on a ici le dossier secret qui est ignoré, raison pour laquelle c'est grisé ici au niveau de notre projet. Donc, on a créé ici où on définit un ensemble de profils. Donc là, nous, on va utiliser le profil dev. Voilà. Donc, après ça, au niveau de provider, c'est donc pour tout ce qui est provider et gestion du code Terraform. Donc après, au niveau du main.tf, on va instancier donc nos modules et c'est à ce niveau-ci qu'on va gérer donc la liaison et la dépendance entre nos différents modules. Donc, on voit ici, par exemple, qu'on a instancié donc le VPC qu'on aura besoin donc par la suite. Après, comme on le disait bien, pour créer le public subnet, c'est-à-dire un sous-réseau public qui va contenir notre EC2, on va donc faire appel à ce module-là. Donc, du coup, ici, l'infra qui sera donc automatisée et mise en place, on aura, on aura un VPC. On aura donc un VPC qui sera mis en place, à l'intérieur duquel on aura un sous-réseau public. On aura un sous-réseau public et c'est à l'intérieur de ce sous-réseau public-là qu'on va donc créer nos différentes ressources, c'est-à-dire le C2. On aura donc on fera donc appel à une EC2, une security group, une Elastic IP, une security group, une Elastic IP, l'EBS. Voilà. Donc, security group, comme on l'a dit, ce sera pour filtrer le trafic. On va attacher cela donc à notre EC2. L'Elastic IP, c'est pour stabiliser l'adresse IP publique. Voilà, donc ce sera attaché effectivement à notre EC2 aussi. Et l'EBS, on va monter ça à notre EC2 pour avoir un deuxième disque, éventuellement pour séparer les données de notre application. Voilà. Et donc, c'est ce qui sera donc, c'est ce qui sera donc mis en place globalement. Donc, si on revient au niveau du code, ce sera donc ça. On a notre public subnet qui est là. Donc, l'Internet Gateway, c'est pour permettre au sous-réseau public d'accéder à Internet. Voilà, donc c'est lui qu'on instance ici. Donc, vous voyez qu'ici, on fait appel à tous les modules qu'on a vus précédemment en référençant tout simplement ici. On fait pointer tout simplement cela ici. Donc, après, on a la table de routage. On a la table de routage qui va permettre de dire si depuis l'instance EC2, par exemple, on veut accéder à Internet, tu vas rediriger ce trafic-là vers l'Internet Gateway qui a donc la capacité d'aller sur Internet. C'est à ça que va nous servir ce module-ci qu'on va instancier ici. Voilà. Et puis, donc, on a une table de routage et puis, donc, on définit la route proprement dit. Voilà, AWS route qu'on va appeler Internet Access. Donc, on lui dit si on veut accéder à une autre adresse différente du réseau privé, bah, tu le rediriges tout simplement vers la gateway. Voilà, qui est l'Internet Gateway qu'on aura donc créé précédemment. Ensuite, on fait donc l'association de tout cela. On associe donc cela, la subnet avec notre table de routage. C'est véritablement au niveau de cette association-ci, c'est ce qui va donc permettre, c'est la ressource concrètement qui va permettre à notre réseau public d'aller sur Internet. Après, on peut donc instancier notre security group. On instancie notre security group, on lui donne donc une série de blocs, voilà, et on lui fait pointer vers notre VPC qu'on a créé précédemment. Voilà. Et vous voyez que ce qui nous permet donc de renseigner la valeur d'un attribut qui a été produit dans la création du module, c'est parce qu'on avait mis cela en input. Sinon, on n'aurait pas pu le faire ici. Voilà. Après, on peut instancier le module KPR. On avait variabilisé le chemin où doit se trouver notre clé privée. Donc, vous voyez très bien qu'ici, on va aller récupérer et charger ce fichier, cette clé privée-là dans le dossier point secret. Et donc, ça n'ira pas sur le Git. Très intéressant et très important. Alors, maintenant, avec la data source AMI RexDevSecOps, on va donc récupérer l'AMI qu'on avait donc produit avec Packer
Voilà, en faisant donc un filtre. Là, pour l'instant, on s'intéresse à une stack qui va contenir donc le Docker Engine, raison pour laquelle au niveau du filtre, suivant le nom, on va donner donc la valeur du filtre, donc Rex DevSecOps avec un étoile à la fin, pour qu'il puisse récupérer l'image la plus récente et comment, grâce à l'attribut most recent égale true. Voilà. Donc, c'est ceci éventuellement qui va donc nous permettre de récupérer, voilà, l'AMI qu'on aura, l'image qu'on aura provisionnée au préalable. Et donc, pour utiliser cette image-là, tout simplement, dans l'instanciation du module EC2, qu'est-ce qu'on va faire? Au niveau de l'attribut AWS AMI ID, voilà, on va donc utiliser donc la data source, donc data.ami.xdev.id. C'est à ce niveau-là qu'on va récupérer une image qui a déjà un ensemble de configurations et de ressources nécessaires à notre infra. Voilà. Donc maintenant, éventuellement, on aura donc à instancier notre EIP, notre EBS. Et puis, une bonne pratique aussi, c'est de faire l'association en utilisant la ressource AWS EIP Association plutôt que de le faire directement au niveau de la ressource, au niveau de l'instanciation. Voilà, ça permet de faire des dépendances assez faibles. Voilà. Donc, on fait de l'association avec une ressource dédiée pour cela. Voilà, donc on lui donne l'ID de l'instance qu'on a provisionné précédemment et l'ID de l'EIP qu'on aura créé. Donc après, le processus est similaire pour ce qui est de l'EBS. Donc on a créé l'EBS ici. On utilise dans la ressource AWS Volume Attachment pour faire quoi? Pour lui dire, OK, dans le C2, tu vas lui fournir le chemin, tu vas le monter sur le chemin /dev/SDH. Et la bonne pratique aussi, c'est de pouvoir commencer de choisir un chemin à partir de SDF, parce que les lettres précédentes sont généralement utilisées par le système. Donc après ici, on lui donne donc le volume de l'ID du volume et puis l'ID de l'instance sur lequel ça doit être, ça doit être attaché. Voilà, donc ce sera attaché, mais pas forcément monté. Pour le monter, euh, on va donc se servir du script qu'on a renseigné dans le user data. Donc, vous voyez qu'on a un dossier script ici. Donc, dans le user data, on aura un fichier userdata.sh qu'on va regarder très rapidement. Et dans ce dossier-là, on voit que on fait un écho ici, on fait un écho là. Et puis, très important, on a un code ici qui va nous permettre de pouvoir monter de façon dynamique euh, tout nouveau EBS qui n'est pas encore attaché à notre instance. Donc, ce code ici va nous permettre de faire cela. Donc, ça va permettre de pouvoir monter donc directement cette EBS-là. Et à la fin, on lance un petit code donc de Docker Run pour s'assurer que, pour bien vérifier que notre contenu engine est fonctionnel. Donc, on voit qu'ici, dans le user data, il n'y a pas d'installation de Docker. Il n'y a pas d'installation de Docker parce que notre image embarque déjà le Docker Engine. Voilà. Donc, ça, c'est pour les user data. Et puis, à la fin, bien entendu, il faudrait donc récupérer un certain nombre d'informations pour la suite, parce que l'objectif, c'est de pouvoir déployer notre application. Donc, on va utiliser donc une ressource de type nulle ressource. Voilà. Ici aussi, c'est très intéressant de pouvoir le faire avec le nulle ressource plutôt que directement dans le module, parce que ça va rendre le module, ça va obliger le module à chaque fois d'appeler ce code lorsqu'il sera créé. Pourtant, ici, on crée une instance EC2 plutôt vierge et maintenant avec euh, une ressource de type nulle ressource, on fait appel donc aux différents provisionneurs qui vont bien pour pouvoir récupérer les informations dont on a besoin. Donc, le local exec, ici, on va récupérer déjà l'adresse IP publique. Voilà, l'adresse IP publique. Et cela, par exemple, dans un fichier ec2.txt. Voilà, on en aura besoin éventuellement peut-être par la suite pour pouvoir le récupérer très facilement sans avoir besoin d'aller le fouiller, soit dans la console ou alors dans le TST. Ensuite, le local exec, le deuxième local exec qu'on voit là, il va nous permettre donc de modifier les fichiers de configuration de la Playbook Ansible.
Donc, le premier fichier va être playbook.yaml, où on va donc modifier et lui fournir de façon dynamique l'adresse IP publique de notre instance. Voilà, de l'EIP qui est associé éventuellement et effectivement à notre instance pour la connexion SSH et permettre à Ansible donc de se connecter en SSH directement sur notre EC2. Et puis, qu'est-ce qu'on va lui renseigner aussi? On va lui donner le chemin où se trouve la clé privée. Parce que vous l'avez vu tout à l'heure, on a expliqué comment ça se passe pour la connexion SSH de façon sécurisée. Donc, vu qu'on aura déjà récupéré avec la ressource localfile, notre clé privée sera présente dans le dossier .sh. Il faudrait qu'on dise donc à Ansible, autant pour moi, que effectivement cette clé privée-là, elle se trouve dans le bon dossier. Comment est-ce qu'on fait? On va donc renseigner ça ici. Voilà, on dynamise un peu ça ici et on récupère dynamiquement le nom de cette clé-là. Voilà, grâce au module Keper. Donc, voilà un peu globalement pour le tour d'horizon du cours de Terraform. Donc, je reviens donc à Urich. Donc, on va directement passer à la pratique, c'est ça. On va lancer directement le provisioning. Est-ce qu'on est bon là, Urich? Donc, C'est bon, alors, on lance le provisioning. ok, ça marche. Donc, je vais faire appel à mon terminal. Et je fais donc du coup déjà un Terraform init. Normalement, alors, est-ce qu'on est dans le bon dossier? Donc, on n'est pas encore dans le bon dossier. Donc, je vais dans le bon dossier, receptf. Ensuite, Docker. Voilà, on était dans ce dossier-là. Et donc, on va faire notre Terraform init. Il va initialiser effectivement le backend de notre configuration Terraform. Donc, il a détecté une configuration déjà existante et qui correspond à ce qui est dans le code. Donc, il a tout simplement réutilisé. Voilà pourquoi c'est allé un tout petit peu vite. Donc, après, on peut faire le Terraform plan pour déjà lister, avoir un plan de tout ce qui va être fait avant de le valider éventuellement par la suite. Donc, alors, qu'est-ce qu'il va faire? Avec les informations de connexion qu'on lui a fournies, il va se connecter. Alors, on a un petit souci là. Alors, éventuellement sur le data source. Alors, qu'est-ce qui change au niveau donc du data source? On va vérifier tout cela. Tac. Alors, data source. Data source. On est ici au niveau donc du data source. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que les critères ne correspondent pas. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on vérifie notre filtre. Alors, notre filtre, il est là. Donc au niveau de l'orner, on va mettre self. On va mettre self au niveau de l'orner et on va éventuellement relancer le plan. Donc, globalement, pour le reste, toutes les ressources ont bien été détectées. En attendant de voir si le filtre a bien été corrigé. Alors, donc là, tout semble s'être passé plutôt bien. Donc, on va faire maintenant le apply. On va faire le apply. Donc là, il nous liste toutes les ressources en nous précisant bien s'il y a des ressources qui doivent être créées, qui doivent être ajoutées ou modifiées. Donc là, on a 13 nouvelles ressources à ajouter. Donc là, on va le laisser mijoter un peu tout ça. Donc, il a refait le plan. On va donc faire le yes. Lui demander de créer tout ça. Et on verra ce qui se passe par la suite. Alors, Urich, je ne sais pas si c'est bon pour toi. Est-ce qu'il y a des remarques de ton côté? Donc, pendant qu'il est en train de nous provisionner tout ça,
Alors, donc, là, on voit effectivement que, il a déjà eu à récupérer dans l'adresse IP publique. Il a mis dans les fichiers en question et puis, il a modifié les fichiers de configuration de Ansible. Voilà. Donc, on peut déjà vérifier ça au niveau du code, on peut déjà vérifier ça et voir que on peut déjà vérifier ça et voir que déjà le fichier, EC2, il a rajouté à la fin des lignes l'adresse IP dont on aura besoin ici et au niveau des configurations du dossier Ansible, voilà, donc au niveau du fichier host, il a bien modifié le chemin vers notre clé privée. Voilà, et au niveau de la playbook, on avait besoin aussi de l'adresse IP publique, donc il a bien renseigné directement. Donc là, il ne nous restera plus, que par la suite à lancer, la commande, Ansible pour le provisioning donc de notre, pour déployer notre application. Alors, si on vérifie donc rapidement au niveau donc du compte, AWS, on vérifie donc au niveau du compte AWS, on va voir que l'infra a bien été provisionné. Donc là, on a donc au niveau de VPC, si on actualise, on a donc la ressource, VPC qui a donc été rajoutée, la subnet aussi ici. Donc il faudrait peut-être, actualiser, tac, voilà, donc on a notre sous-réseau qui est là. La table de routage en question aussi. Donc tout ceci a été fait de façon dynamique. Donc on peut voir que comparativement, au fait de provisionner la ressource manuellement, on gagne en temps, on gagne vraiment en temps. Voilà. Donc là, on a, notre, internet gateway qui est là. L'Elastic IP aussi, a été créé, voilà, c'est aussi là. Ensuite, au niveau de l'EC2, au niveau des instances on a donc, notre EC2 qui a bien été créé ici avec le tag qu'on lui avait bien fourni. Voilà, donc on va attendre ici quelques instants que le statut check passe en 3/3 en OK avant de pouvoir donc, voir par la suite pour le déploiement de l'application. Alors, on voit ici OK les amis, donc une fois actualisé, on se rend compte effectivement que, notre instance est en statut, 3/3 check, donc c'est OK. Nous avions vu tout à l'heure qu'on avait rajouté tout simplement à la fin de notre, user data, le provisioning, d'1 ou 2 conteneurs, notamment Nginx. Donc ce qu'on va faire, c'est, déjà se connecter en SSH sur cette VM-là, donc on revient ici. Donc on avait récupéré notre, clé privée avec ce module-là, donc on va faire une connexion SSH. Donc SSH-i, on lui fournit la clé qui va bien, donc secrète et puis, voilà, de récip, keeper.pem. Donc l'utilisateur par défaut, ça va être, Ubuntu et l'adresse IP, c'est tout simplement celle qui est ici, tac. Donc on récupère cette adresse IP-là, on la fournit là et puis on lance la connexion SSH, on fait un coup de yes. Voilà, donc là nous sommes connectés, dans notre instance qui a été provisionnée. Si on fait un coup de docker ps, on va voir qu'effectivement notre conteneur Nginx a bien été lancé. Voilà, il écoute donc à l'extérieur sur le port 90. Donc c'est ce que nous allons donc tester dans notre navigateur. On va récupérer déjà l'adresse IP qui est là. Dans notre navigateur, on colle ça et on se pointe sur le port 90. On voit bien que notre conteneur Nginx est joignable. Donc les amis, effectivement, on a donc pu voir que
Avec donc Terraform, on peut provisionner donc cette infra-là de façon dynamique avec les outils d'IAC, donc des Source Code. Donc, rendu à ce niveau, nos collègues donc Aurélie et Anselme, GIDAS pourront donc directement accéder à cette VM-là avec Ansible pour provisionner donc l'application qui va bien. Voilà, on voit donc tout l'avantage qui se trouve dans l'utilisation des outils d'IAC comme Terraform. Voilà, et donc on est rendu à la fin de notre petit lab. Donc je repasse la main à Ulrich pour la suite et la conclusion. Ok, merci Olivier pour cette démonstration-là. Donc, comme il nous a signifié, l'environnement est déjà disponible et tout le monde pourrait l'utiliser. Il y a une sorte de reproductibilité concernant l'environnement et de ce fait, en fait, Aurélie et Gidas pourront l'utiliser. Donc, toujours dans cette même lancée-là, dans la prochaine vidéo, en fait, nous allons parler d'un déploiement de la stack applicative au niveau de notre environnement Kubernetes. Et le titre, ce sera un déploiement d'une stack applicative sur Kubernetes. Et comme présenté précédemment, on a des images qui ont été buildées à partir de Packer. Et grâce à ces images-là, nous pourrions en fait mettre en place un environnement Kubernetes prêt à recevoir en fait notre stack applicative. Donc, vous allez retrouver des formateurs passionnés dans cette vidéo pour vous parler de comment est-ce que le déploiement se réalise au niveau de Kubernetes et également les bonnes pratiques à adopter lorsque vous voulez réaliser en fait un déploiement sur cette plateforme d'orchestration. Donc, je vous remercie d'avoir suivi en fait cette vidéo et je te remercie Olivier d'avoir participé à ce retour d'expérience qui, je pense, a été très instructif pour nos différents internautes. Donc, Ok, on se merci retrouve Ulrich. dans une autre vidéo alors. Porte-toi Allez, bien, porte-toi bien. Bye bye. yes, ciao, ciao.